Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Charles Gave. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Alors, faut-il vous présenter à nos téléspectateurs? Je ne crois pas, mais j'ajouterai une petite présidence qui est la vôtre, celle du Biarritz Olympique. Absolument. Président d'un club de rugby, outre le fait qu'il est un financier et un économiste éclairé et éclairant. Vous savez que le rugby est le seul sport évangélique, parce qu'il vaut mieux donner que recevoir. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est une approche que je n'avais pas envisagée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux grands sujets, n'est-ce pas, Pierre? Les élections américaines, parce que, on va répondre à la question, y a-t-il ou non fraude? Mais l'important n'est pas seulement la fraude, c'est les scénarios qui se dessinent et que vous avez dessinés sur le site de l'Institut des Libertés. Je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs de se rendre régulièrement sur l'Institut des Libertés. C'est un régal intellectuel de lire les articles de Charles Gave et de Jean-Baptiste Noé et de M. Netter et d'autres. Bref, les élections américaines. Et puis en deuxième partie, nous traversons l'Atlantique, si vous voulez bien, mais pas à la nage, et nous irons en Europe et surtout en France pour étudier les perspectives économiques qui sont les nôtres et particulièrement la question des dettes et la question de la monnaie. Alors Charles Gave, vous avez repris les travaux de Patrick Basham, qui est un journaliste américain, professionnel des sondages, et de l'analyse des résultats des élections aux USA. Ce monsieur a une autorité quand même. Oui, c'est une autorité, absolument. Parce que c'est lui qui avait annoncé le Brexit. C'était bien. Ce qui était quand même... et il avait aussi prédit, enfin annoncé, l'élection de Trump. Oui. Alors, quels sont les doutes sur cette élection? Mais les doutes sur cette élection sont très nombreux. Laissez-moi vous en donner quelques-uns. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président qui a augmenté ses voix, le nombre de ses voix d'une élection à l'autre, et de façon très considérable, est battu. Ça ne s'était jamais produit. Ce qui est quand même déjà une innovation. La deuxième chose, c'est qu'il y a aux États-Unis, comme un peu partout, des counties, vous savez, des comtés, qui sont des comtés types. C'est-à-dire qu'ils votent toujours comme la majorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des espèces d'échantillons représentatifs de la population qui sont bien. Je crois qu'il y en a 40 aux États-Unis, il y en a 39 qui ont voté pour Trump, et c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que ces comtés se trompent. Oui. Vous voyez, ce qui est quand même un petit peu... étrange. Le prototype n'est plus le prototype, quoi. Le prototype, l'échantillon, je sais qu'il y a un village en France qui vote toujours au présidentiel pour le gars qui sera élu, enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais qui ne sont jamais trompés, donc ce sont cette espèce d'échantillon représentatif créé par la population. La troisième chose, c'est qu'on vient d'apprendre, ce qui n'était pas dans l'article, qu'il y a une firme qui est spécialisée à Dallas dans tout ce qui est cybersécurité, vous voyez, avec des gens tout à fait remarquables, anciens de l'armée, etc., qui viennent faire une étude qui ont montré que dans les différents comtés, vous en avez certains qui avaient la machine Dominion. Oui. Vous savez, cette espèce de machine dont on ne sait pas qui est le propriétaire, etc., qui est un grand mystère. Ça passe par l'Espagne, à Francfort. À Francfort, mais surtout on ne sait pas qui sont les actionnaires, si vous voulez, qui a financé tout ça. Donc on sait qu'il y a le Venezuela au départ, Cuba ensuite, et des gens disent que la Chine aurait racheté, enfin bref, c'est une histoire. Donc Dominion, c'est la machine qui a compté les voix aux États-Unis. Donc il y a eu des machines Dominion dans les États démocrates, parce que les États républicains les avaient refusées en disant qu'elles étaient trop faciles à pirater. Ouais, bien sûr. Et même dans les États démocrates, il y a des endroits où il n'y avait pas de machine Dominion. D'accord, il y a une machine Dominion, les voix de Biden, il y en a 5% de plus que des voix de Trump dans les comtés similaires. Ce qui commence à faire un petit peu désordre, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ça a commencé à faire beaucoup, oui. On a trouvé aussi, on a vu un truc de télévision dans lequel on voyait des gens qui sortaient une fois qu'on avait chassé les républicains en leur disant ça y est, on ferme. On a chassé les délégués républicains. On leur disait on ferme, vous pouvez partir.
Et puis, une fois qu'il s'est reparti, on voit des gaz précipités sortir par exemple, sous cette table, des caisses entières et recommencer à compter avec les bulletins qu'il y avait dans ces caisses entières qui étaient cachés aux Républicains jusque-là. Donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup d'indications qui sont dans l'article en plus. Il y en a beaucoup d'autres qui a relevé cet homme, le journaliste en question. Mais il y a quand même un très gros doute. Et pour moi, le doute essentiel, c'est pas de savoir si c'est Biden ou si c'est Trump qui vont être élus. Bon, ça, c'est une question intéressante. Mais c'est, est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État aux États-Unis contre le président? Oui, Charles Gave, à propos de cela, vous aviez déjà évoqué dans une interview le procureur Durham, nommé par le secrétaire d'État à la justice William Barr. Et donc, ce procureur travaille sur un rapport. Donc, le procureur Durham, de quoi s'agit-il? Alors, le procureur Durham, ça, il y a déjà eu une tentative de coup d'État contre Trump, c'était celle, dès le moment où il a été élu. Il faut que les auditeurs sachent que le jour de son élection, le 20 janvier 2016, le Washington Post, vous savez, le journal qui avait dégommé Nixon, dont vous vous en souvenez, qui est maintenant détenu par Amazon, avait fait un grand article en disant qu'il fallait en impeach Trump. Le jour de son inauguration. Conduire à une procédure d'impeachment. Voilà. Qui a commencé avec... il y a eu une fausse histoire qui a été montée contre son spécialiste de la géopolitique, le général Flynn, dont on a montré que c'était un piège. Oui. Donc, si vous voulez, les types... Puis ensuite, il y a eu la tentative du procureur Mueller, qui a essayé de prouver qu'il y avait des liens avec la Russie, qui n'a rien prouvé du tout. Absolument. Et donc, il y avait déjà eu une tentative. Puis ensuite, il y a eu l'impeachment fait par la Chambre basse, où les démocrates étaient en majorité. Et ils ont voté pour l'impeachment, en respectant aucune des règles qui présidaient à l'impeachment. Donc, ça fait très très longtemps, depuis 4 ans à peu près, que on peut appeler grossièrement l'État profond, dans lequel il y a des républicains. Il ne faut pas se tromper, parce que les gens pensent que l'État profond, c'est que des démocrates. Vous avez toute une série de républicains qui n'ont qu'une idée, c'est de se débarrasser de Trump. C'était les rhinos. Les rhinos. Republican in name only. Et ces républicains sont des gars, si vous voulez, qui sont tous très proches de la CIA, etc. L'archétype, c'est Kissinger, si vous voulez. Et donc, ces gars-là voulaient s'en débarrasser depuis le début. Et donc, devant toutes ces tentatives qui étaient quand même un peu douteuses, le président américain a demandé à son nouveau ministre de la Justice, Bill Barr, de lancer une enquête pour savoir exactement comment avait commencé ce complot contre lui. Et il a nommé un procureur qui s'appelle le procureur Durham, qui est un homme qui était unanimement respecté, etc., pour voir un peu comment avait commencé ce complot contre Trump, il y a longtemps. Et ça fait 600 jours qu'il travaille dessus, et il n'y a pas un résultat qui est sorti encore. Donc les gens en arrivent à se demander, est-ce que par hasard, Bill Barr, qui était le ministre de la Justice de Bush, ne ferait pas aussi partie de l'État profond. De l'État profond, etc. Donc, si vous voulez... Il a également déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de fraude généralisée, ce Bill Barr, lors de ce scrutin. Ce qui est un petit peu gênant. Donc, les gens commencent à se poser des questions sur Bill Barr, parce qu'il faut bien savoir que la difficulté qu'a eu Trump, quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il prenait des gens qui lui semblaient éminents, et tout. Et puis en fait, c'était des traîtres, quoi. Il se révélait, oui. Il se révélait des traîtres, donc il a été obligé. Qui n'était pas la sienne, finalement. Non, mais non seulement ça, mais il travaillait contre lui. Il le trahissait. Donc par exemple, le ministère de la Justice aux États-Unis avait été complètement colonisé par des créatures d'Obama, depuis le patron du FBI jusqu'au ministre de la Justice, etc. Ce qui fait que vous savez qu'il y a une séparation des pouvoirs totale aux États-Unis. Oui. Donc, si le président ne peut pas actionner le ministère de la Justice, ou si le ministère de la Justice refuse de faire les enquêtes, il ne se passe rien. Vous avez un exemple parfait avec l'ordinateur du fils de Biden, Hunter, qu'on a trouvé donc en janvier 2020, et dont le FBI avait l'ordinateur. Et il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucune enquête, rien. Et ça a été rendu public que par le gars qui, Hunter, avait confié son ordinateur. C'est pas le FBI qui a dit, vous savez quoi, j'ai des documents là-dedans. Oui, c'est un réparateur d'ordinateur qui a
prévenu le FBI en disant voilà ce qu'il y a sur l'ordinateur de ce monsieur et qui prouve que Hunter Biden entretient des relations d'affaires avec son père. Avec son père et avec la Chine et avec l'Ukraine. Voilà, surtout l'Ukraine, oui, bien sûr. Et la Chine aussi, pas mal. Ouais. Et la Russie aussi. Et avec M. Epstein aussi. M. Epstein, ça je sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement difficile de gouverner si dans le fond, quand on commet des crimes contre vous, la justice refuse d'enquêter. Oui. Vous vous retrouvez un petit peu démuni, quoi. Et comme vous avez la séparation des pouvoirs, le président ne peut pas donner d'ordre à la justice. Et donc il y a toute une série de mystères qui entourent cette présidence Trump, de gens dont on pensait qu'ils étaient des gens bien et tout, qui, dans le fond, lui faisaient des croche-pieds chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Barr en faisait partie? Moi je ne le pensais pas, parce que je pensais que c'était un honnête homme. Mais qui suis-je? Alors il y a une chose aussi qui est tout à fait curieuse, c'est que non seulement on s'attaque très durement à Trump, mais on promeut un candidat qui est quand même M. Biden, qui a des casseroles. Oh, mais il a un nombre de casseroles inimaginable. Alors, vous faites l'inventaire de ces casseroles, on peut en évoquer quelques-unes. Enfin, bon, il s'est vanté d'avoir été reçu dans les premiers de sa promotion de Law School. Il était le dernier, en réalité. Enfin, il était dans les tout derniers. Il a prononcé un grand discours pour expliquer à quel point il avait eu une enfance malheureuse et tout, en parlant de son père mineur. Et en fait, c'était un discours qu'avait prononcé Neil Kinnock, qui était le Gallois, qui était l'opposant de Mme Thatcher. Exactement. Il avait fait du copier-coller. Mais il avait prononcé sans en changer un mot. Et donc pour raconter l'histoire de sa vie. C'est-à-dire que le type, on sait que, bon, il est... Oliver Twist. C'est Oliver Twist, exactement. Mais ce qui est très étonnant dans toute cette histoire, c'est que c'est aussi un type qui a été abominable lors de la confirmation des juges à la Cour suprême, si vous voulez. Il a dégommé Bork, qui était un homme remarquable. Il a essayé de dégommer Clarence Thomas, qui était un noir juriste éminent, etc. Pour ceux que ça intéresse, qui était copain de Powell aussi, vous savez, le noir qui est tellement brillant aux États-Unis. Ah oui, Thomas Sowell. Ah oui, Thomas Sowell. C'est une merveille. Un universitaire noir extraordinaire. Extraordinaire, prodigieux. Il faut lire les bouquins. Ah oui, il faut lire les articles de Thomas Sowell. Alors là, c'est une merveille. Nous sommes très loin de Black Lives Matter. Ah oui, enfin, pas du tout. Et donc c'était un copain de Thomas Sowell. Et donc, si vous voulez, ce type n'a pas... Je vous donne un exemple. Thomas Sowell, je veux dire... le juge Thomas. Le juge Thomas était un homme... Non, Bork. Bork c'est un homme très éminent. Et à un moment dans sa vie, juste avant d'arriver de postuler à la Cour suprême, il est allé faire des missions chez des autres avocats qui étaient extraordinairement bien payés, parce que c'était... Bon, vous savez ce que c'est les États-Unis, les avocats. Et donc... Ce brave Biden l'a descendu de façon abominable en disant qu'il cherchait l'argent, que c'était un type qui était intéressé et tout. Et le pauvre Bork, et Biden le savait, sa femme était en train de mourir de cancer et il faisait des missions pour payer pour payer la maladie de sa femme. Les frais, oui. Les frais, et Biden le savait, et ça ne l'a pas empêché de dire toutes ces abominations contre Bork, etc., qui ont fini il a fini par avoir la peau de Bork, ce qui fait que dans le langage américain, maintenant, il y a une expression... Borked, ça veut dire que quelqu'un qui est descendu par de la calomnie abominable, quoi. C'est vraiment être borked, ça veut dire être descendu par des gens qui utilisent tous les moyens pour vous avoir, quoi. C'est-à-dire, Biden, c'est un homme qui n'a aucune éthique. Ça rappelle quelqu'un. Pour revenir oui, c'est pas ce qui nous manque en France. Aux chiffres éventuellement de cette élection, ont-ils été reconnus aujourd'hui par, précisons aux téléspectateurs qu'on enregistre cet entretien le 8 décembre, où en sommes-nous dans la reconnaissance de ces chiffres par les parlements locaux américains? Alors il faut savoir, ça c'est une histoire très compliquée parce que la Constitution américaine a été faite par les pères fondateurs, comme chacun le sait, et le but c'était toujours de créer des contre-pouvoirs partout. Oui. Donc logiquement, si vous voulez, quand une élection a lieu et qu'elle est normale, c'est le gouverneur qui proclame les résultats. Mais si elle n'est pas normale, à ce moment-là, la décision revient aux parlements locaux, aux chambres de représentants et aux sénats locaux, c'est-à-dire il y en a 50 aux États-Unis. Parce que c'est à ces chambres et à elles seules
qu'appartient la désignation des candidats. Donc, les gens pensent que par exemple, une série d'ignorants en France qui disent qui appellent le président Biden le president-elect. Ouais. L'élection du président aux États-Unis n'a pas eu lieu. Bien sûr. Elle n'a pas eu lieu. Elle aura lieu quand les candidats désignés par chacun des États voteront pour le président. Voilà. Quand les grands électeurs... Il y a des grands électeurs. Voilà. Mais les grands électeurs, s'il y a des informations nouvelles, peuvent prendre la décision de ne pas voter pour le gars qui a eu la majorité dans leur région. Eh oui. Ils sont autonomes, ils ne sont pas mandatés. Voilà. Ils n'ont aucun mandat. Ils n'ont aucun mandat. Donc la grande question qui se pose aux États-Unis aujourd'hui, c'est pour que le président soit élu, il faut qu'il ait 270 voix. Oui. La grande question, c'est que si, par exemple, les chambres de Géorgie, il y a 6 États qui sont en bagarre. Arizona, Michigan, Arizona, Nevada, Alaska. Non, l'Alaska, c'est fait. C'est un républicain. D'accord. Il y a 6. Donc, si il y a 3 de ces États qui disent, écoutez, il y a eu tellement de fraude chez nous qu'on ne peut pas garantir que cette élection a été convenable, à ce moment-là, ils refusent de voter. Aucun des 2 candidats n'a 270 voix, et à ce moment-là, ça passe à la Chambre des représentants nationale, la Chambre basse aux États-Unis. Et dans ce cas-là, ils votent 1 voix par État. Et il y a à peu près 27 États républicains et 23 États démocrates. Et ça n'a pas besoin de passer par la Cour suprême. Hein. Mais pourtant, les démocrates sont majoritaires. Ils sont majoritaires, mais il y a 1 voix par État. Ah, donc, la Californie et New York ont 1 voix. Ah oui, d'accord. Comme le Wyoming. Voilà. Oui. Qui est moins peuplé. Qui est moins peuplé. Et donc, le camp républicain l'emporterait dans ce cas-là. Le camp républicain l'emporterait. Il suffirait qu'il y en ait 3 sur 6 qui disent, écoutez, non, ça ne va pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 de ces chambres sur 6 qui sont républicaines. Ah oui. Donc, alors, maintenant, il faut... donc, avec ces données, il faut esquisser des scénarios. Voilà. Alors, ces scénarios, vous en avez dressé à peu près 3, avec des sous-scénarios. Oui. On va essayer de les parcourir ensemble, parce qu'ils sont assez intéressants quand même. Oui. Premier scénario, vous n'y croyez pas beaucoup à ce premier. C'est Trump avait tout prévu, avec l'aide des services secrets de l'armée, il va tout dévoiler. Bon, ça, vous n'y croyez pas ? Ben ça circule beaucoup sur le net, parce que vous avez par exemple, pour des raisons qui m'échappent complètement, le serveur pour les élections américaines du système Dominion était à Francfort. On se demande ce qu'il fout à Francfort. Hein. Bon, et il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait eu une prise de contrôle de ce serveur par les services secrets de l'armée américaine. Oui. Qui était quand même... Et vous savez où était le serveur à Francfort ? Dans les locaux de la CIA. Ah, c'est curieux. Paraît-il. Donc ça veut vraiment dire qu'aux États-Unis, vous avez aujourd'hui une vraie guerre entre, en quelque sorte, les services secrets de l'armée qui suivent Trump. Il ne faut pas oublier que le général Flynn était le patron des services secrets de l'armée, qu'il a été débarqué comme un malpropre par les équipes Obama, et ensuite traité de la façon dont on a vu. Et puis de l'autre côté, vous avez la CIA, le FBI, etc. qui sont... Donc vous avez une guerre des services secrets. Et ce que fait la CIA et le FBI, c'est d'essayer de faire un coup d'état de couleur, vous savez, comme ils ont fait en Ukraine, ou comme ils ont fait en Égypte, comme ils ont fait en Tunisie, etc. Voilà. Donc ça, c'est la thèse complotiste. Mais je dis toujours aux gens, vous savez... Quand on vous traite de complotiste, c'est en général le complotiste qui vous traite de complotiste pour vous empêcher d'en parler. Quoi. C'est donc, une définition intéressante du complotisme. je répète, donc le complotisme, c'est lorsque on vous condamne sous ce vocable pour vous empêcher de parler du complot. Voilà, exactement. Donc, qu'il y ait eu un complot, j'en ai pas le moindre doute. Mais ce scénario ne vous paraît pas... Écoutez, il est trop beau pour être vrai. Oui, c'est ça. Je suis trop... Vous savez, dans les marchés financiers, on dit toujours si quelque chose est trop beau pour être vrai, en général... Vous n'achetez pas. Voilà, je me dis ouf. Oui. D'accord. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Donc, avant le 14 décembre... Voilà, mais il faut savoir aussi que la date du 8 décembre aujourd'hui et la date du 14 septembre ne sont pas dans la Constitution. C'est des usages. C'est des usages. Donc c'est le 6 janvier que tout se joue. 6 janvier. C'est le 6 janvier que les gens doivent se réunir à Washington et voter, en quelque sorte.
Le 6 janvier, c'est aussi le jour du deuxième tour des sénatoriales. Le deuxième tour des sénatoriales, ça c'est des sénatoriales en Géorgie. Le 5 janvier, pardon. 5 janvier. Deux candidats. Deux candidats. Alors, aujourd'hui, le Sénat, il faut voir quelle est l'organisation des pouvoirs aux États-Unis. Le président de la République, le pouvoir exécutif. Vous avez de l'autre côté, vous avez ensuite la Chambre des représentants basse. Enfin, ça c'est aux démocrates. Et puis vous avez le Sénat. Et au Sénat aujourd'hui, vous avez 50 voix républicaines, 48 voix démocrates. Et il y a 2 qui vont être désignés en Géorgie pour des raisons locales. Oui. Et s'il y en a un des 2 qui est républicain, à ce moment-là, le Sénat est contrôlé par les républicains. Et ça bloque complètement Biden. Si les 2 sont démocrates, ce qui me paraît peu probable, mais on ne sait jamais, à ce moment-là, si vous voulez, les démocrates contrôlent tout. La Chambre basse, les représentants, les sénateurs. Et ce qu'ils feront à ce moment-là, c'est qu'ils essaieront, comme le seul verrou, ça restera la Cour suprême, ils essaieront de nommer 6 ou 8 de nouveaux juges, qui seront tous démocrates, qui seront intronisés par le Sénat, dans lequel ils auront la majorité. Et donc à ce moment-là, les États-Unis sont complètement contrôlés par le Parti démocrate et cessent d'être une démocratie. Quoi. Oui, c'est ce qu'a dit le président Trump samedi 5. Si ces sénateurs Kelly Loeffler et David Perdue, donc ces 2 candidats pour la Géorgie, ne gagnent pas, rien ne pourra arrêter les démocrates. Rien. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Et il faut bien se rendre compte que le Parti démocrate aujourd'hui, les gens pensent toujours à des démocrates bien élevés, comme, je sais pas, les Kennedy ou des gens comme ça. Ils n'étaient pas très bien élevés, mais enfin, ils étaient normaux, quoi. Là, les démocrates aux États-Unis, leur programme, c'est Mélenchon. Il ne faut pas se tromper. C'est exactement le programme de Mélenchon. C'est-à-dire laisser entrer tous les immigrés, c'est-à-dire il y a tous les trucs de Mélenchon. Donc si vous voulez, c'est pas du tout la gauche dont on est dans. Oui, c'est le triomphe de Bernie Sanders. C'est le triomphe de Bernie Sanders, c'est le triomphe de Kamala Harris, c'est le triomphe d'Obama. D'Obama aussi. Oui. D'Obama, parce que on a mis Biden parce que c'était un homme sans aucun intérêt, qui avait tellement de casseroles qu'on pouvait le contrôler comme on voulait. Donc si vous voulez, si j'ose dire, Biden, avec toutes les casseroles qu'il a, ça ne va pas être difficile de l'impeach si on fait sortir une casserole. D'accord. Et donc à ce moment, on a Kamala Harris qui est extrêmement dangereuse. Et d'un point de vue économique, alors quelles seraient les conséquences de la... Ils vont augmenter les impôts, ils vont augmenter les réglementations, ils vont partir comme des fous sur l'histoire de l'économie verte, donc ils vont complètement ruiner tout le Texas, etc. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, si vous êtes dans les marchés financiers, ce qui est mon cas, il faut vraiment mettre les bretelles, la ceinture, le casque lourd et partir aussi loin qu'on peut. Vous voyez ce que je veux dire. Alors ça, c'est le scénario économique. Il faudra penser au scénario aussi géopolitique, on en reparlera. Mais il y avait un deuxième scénario qui était, que vous avez esquissé, et qui est celui-ci, vous semblez y croire plus, entre finalement le scénario optimiste, le premier que nous avons vu, et auquel vous ne croyez pas, et puis le dernier que Pierre vient d'évoquer, qui est la catastrophe absolue. Il y en a un deuxième qui est les tribunaux ou les parlements décident que le processus électoral a été gravement compromis. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? À ce moment-là, ça va devant la Chambre basse qui vote pour Trump. Les sénateurs votent pour Trump. Non, c'est les représentants, mais parce qu'il y a une voix par État. Ah oui, c'est vrai, 27 contre 23. C'est ça. Voilà, pardon. Pouf, excusez-moi. Il passe comme une lettre à la postale à ce moment-là. Mais à ce moment-là, vous imaginez la fureur des démocrates et les Black Lives Matter, qui vont se précipiter pour foutre Donc ça se passera dans la rue, en fait. Ça se passera dans la rue, mais à ce moment-là... Quoi qu'il arrive, de toute façon, ça se passera dans la rue, non ? Non, si les démocrates gagnent, les gens, vous savez, les républicains sont des gens qui vont rarement dans la rue. Ils sont bien élevés. Mais alors, donc, dans ce scénario-là, Trump est réélu. Oui. Mais alors, là, il faut qu'il lâche les dossiers aussi. Ah ben, à ce moment-là, ça va être absolument abominable, parce que il va procéder à un nettoyage. Il va y avoir, je ne sais pas si vous avez vu, dès le lendemain des élections, où il a commencé à avoir des informations, il a viré le ministre de la Défense. En effet, oui. Dans la seconde. Et ensuite, il a viré... Il s'appelle Kissinger. Non, ça c'était le ministre de la Défense, il s'appelait Espen, je crois, Espen. Et puis, il a viré ensuite 2 membres d'un comité spécial qui était chargé de contrôler le président de la République à la CIA, si j'ose dire, qui était Kissinger et Mme Albright. Ah, d'accord. Et il a viré ces gens-là immédiatement. Et il commence à virer des gens partout. Mais il faut savoir aussi que le président des États-Unis a des pouvoirs assez importants. Et par exemple, il peut déclarer qu'il va ouvrir les archives sur tous les dossiers sur lesquels les Américains se posent des questions depuis des années.
depuis l'assassinat de Kennedy jusqu'à son élection. Ça serait intéressant, là, il y aurait du En passant par le fameux World Trade Center. Oui. Et donc, à ce moment-là, tous ces dossiers sortiraient, Oui. et personne ne peut l'empêcher de le faire. Et donc, ça mettrait l'administration suivante dans une position complètement impossible. Si on prouvait qu'ils sont arrivés en trichant, ça mettrait l'administration. Donc, ça va être intéressant. Hein. Oui, Vous y croyez vraiment aujourd'hui, Charles Gave, à la victoire de Donald Trump, du scénario, du passage par la Chambre des représentants? C'est pas du tout impossible. Vous avez d'abord la Pennsylvanie qui peut basculer parce que là, ils ont fait quelque chose d'inconstitutionnel. Donc, ça va sans doute arriver à la Cour suprême qui va dire non, ça c'est inconstitutionnel. Donc à ce moment-là, vous éliminez quelque chose comme 600 000 voix qui sont arrivées trop tard, qui ont été comptées n'importe comment, etc. Et dans ce moment-là, la Pennsylvanie bascule sur Trump. Donc ça fait déjà 24 voix de moins pour Trump, pour Biden. Autant, pas plus. Mais dans des États comme, je sais pas, le Michigan, ou le Wisconsin, ou l'Arizona, voire le Nevada ou la Géorgie, vous pouvez tout à fait avoir les chambres locales qui disent que l'élection a été tellement compromise qu'ils ne peuvent pas garantir la sécurité du vote. Donc à ce moment-là, ils ne votent pas et Biden perd ses voix aussi. Et donc on se retrouve en dessous de 270. Une probabilité complètement à vue de nez comme ça d'à peu près 30% sur ce coup-là, mais c'est pas zéro. Et le recours qui a été lancé en Pennsylvanie a été retenu par un juge de la Cour suprême, et c'est le juge Alito qui devrait décider ça aujourd'hui, donc le 8 décembre. Le 8 décembre, cet après-midi, on va voir. Il faut savoir que la Cour suprême est ainsi faite qu'aujourd'hui, vous avez 5 juges à droite et 4 juges à gauche. Donc, avant, ils étaient 4-4, donc c'était une situation de blocage, mais c'est tellement gros du point de vue constitutionnel ce qu'ont fait les démocrates en Pennsylvanie que je ne vois pas comment un juge pourrait, si on lui pose la question, dire que c'était constitutionnel. Alors, il y a encore 2 questions. Oui. Il y a un autre scénario, un sous-scénario. Son devoir accompli, il démissionne, passe le pouvoir c'est rigolo, ça. à son vice-président Pence. Oui, il peut démissionner le 15 janvier, passer tous les pouvoirs à Pence, et qui à ce moment-là le gracie pour tous les crimes qu'il n'a pas commis. Donc ça empêchera les autres de les poursuivre. Et en même temps qu'il libère tous les dossiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, il en a tout à fait le droit. Et donc l'état profond est mis à nu, en quelque sorte. Il montre l'état profond pour ce qu'il est. Voilà. Et alors, scénario, démocrate pessimiste, vous concluez, Charles Gave, en disant si les deux sénateurs sont élus en Géorgie, on est mal barré, les gars. Et vous dites, si Biden est élu, et si vous avez aimé l'impérialisme américain, vous allez adorer les impérialismes turcs, chinois ou iraniens. Mais évidemment. Si vous voulez, c'est toujours ce que je dis aux gens. Vous gueulez contre les États-Unis, ça m'est arrivé aussi. Mais il ne faut pas oublier que dans une ville, on a besoin d'un shérif. Or, qu'on le veuille ou non, c'était les États-Unis qui étaient le shérif en ville depuis longtemps. Et on a vu comment ça marchait quand c'était Carter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marchait. Pour ceux que ça rappelle. Ça s'est terminé dans le désert d'Iran, etc. Donc, on peut faire tous les reproches qu'on veut à Trump, mais c'était un shérif crédible. Pour une raison très simple, c'est quand vous jouez au poker, le pire des dégâts, c'est celui dont vous ne pouvez pas prévoir les réactions. Donc, si vous voulez, les types étaient morts de trouille en se disant on ne sait pas du tout comment il va réagir, ce corneau. Tandis qu'avec Biden, on sait très bien comment il va réagir. Il va se coucher à toute allure. Il va en appeler à l'ONU ou il va en appeler à je ne sais pas qui. Donc, on va se retrouver dans un monde sans shérif. Et les impérialismes turcs, chinois et iraniens vont donc prospérer. pouvoir s'en donner à Ils ont d'ailleurs commencé. Ils ont déjà pour commencé. Pour ce qui est de la Turquie, c'est très net. Pour ce qui est de la Turquie, la Chine aussi, elle pousse. Hein. Oui, et il parie Biden. Il joue Biden. Il joue Biden à fond. Mais il y a des Béis qui disent que l'actionnaire ultime de cette curieuse société Dominion, c'est la Chine.
Alors ça, on ne peut pas le prouver. On devrait pouvoir le prouver, mais pour l'instant, comme aucun journaliste ne fait aucun effort pour savoir, un, s'il y a eu des fraudes, et deux, exactement qui était derrière Dominion, personne ne fait des enquêtes, si vous voulez, puisque 95% des articles publiés depuis 4 ans aux États-Unis sont à charge. Sont à charge contre Trump. Il n'y a que des journalistes indépendants ici ou là qui font des recherches et tout, mais il n'y a pas le pouvoir de tir d'un... Que gagnerait la Chine à une élection de Biden? D'abord, elle le tient complètement, puisqu'elle a corrompu son fils et lui. Donc, on dira, si vous ne faites pas ce qu'on veut, je lâche le dossier, moi. Et puis surtout, sur le plan de la défense de l'économie américaine... il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, là. Il est dans les mains de... si vous voulez, l'administration Biden, c'est la 3e administration Obama. C'est ça, voilà. Bon, Obama complote depuis 4 ans pour... il ne peut pas revenir au pouvoir, mais il peut y mettre ses créatures. Et d'ailleurs, vous regardez les candidats aux différents postes qu'a déjà nommé Biden, sont tous des créatures d'Obama. Oui. En effet. Eh bien, conclusion toute provisoire, évidemment, puisque nous Il est urgent d'attendre le 6 janvier. Voilà, nous serons fixés début janvier. Début janvier. Le jour de l'épiphanie. Voilà. Et on verra qui sera le roi. Voilà, j'allais vous le dire. Nous allons traverser l'Atlantique après la pause. Bien sûr. Et revenir en France et en Europe. Alors, Charles Gave, nous sommes maintenant en France et en Europe, et les choses se présentent finalement assez mal quand même, après ce deuxième confinement, qui n'est pas tout à fait déconfiné d'ailleurs, au jour où nous nous exprimons. Mais c'est surtout maintenant l'économie qui va souffrir, et particulièrement la monnaie, me semble-t-il, parce qu'on ne peut pas se permettre de disposer